Bienvenue au balado Au-delà des préjugés, présenté par Diversité 02, un organisme communautaire de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je me présente, Marianne Tremblay, intervenante et animatrice au sein de l'organisme, et je serai votre animatrice pour cet épisode. Aujourd'hui, on reçoit une personne qui nous partage son vécu en lien avec la transidentité. Elle nous permet de mieux comprendre comment elle se sent ou comment elle a pu se sentir. Nous rappelons que ce témoignage ne représente pas toutes les personnes trans et qu'il y a autant de parcours qu'il y a de personnes qui vivent des transitions. Le terme dysphorie de genre, aussi connu sous le nom d'incongruence de genre, est utilisé fréquemment dans cet épisode. Ce terme est utilisé pour définir la souffrance qu'une personne peut ressentir en raison de l'incompatibilité entre le sexe biologique de la personne et son identité de genre. Je remercie notre invité pour ce témoignage et vous souhaite bonne écoute. Bonjour Annie-Pierre, ça va bien? Oui, ça va bien. Parfait. Écoute, aujourd'hui, tu es avec nous là, pour nous parler un petit peu là, de transition, on va dire, de ton expérience personnelle, en fait. Je vais te laisser commencer, en fait, en te présentant. Oui. Donc, moi, je m'appelle Annie-Pierre. Je suis une femme trans dans la cinquantaine. Écoute, je vis en tant que femme officiellement depuis 2014, donc ça va être près de 10 ans officiellement que ma transition est débutée. Jusqu'à travers mon parcours, écoute, le parcours avant 2009 avait une modification et aujourd'hui est un petit peu plus simplifié. En fait, c'est le WPAT qui décide de notre parcours parce qu'il y a eu des modifications. Tant qu'au mien, j'ai été évaluée par une psychologue pendant au moins 3 ans pour, dans l'éventualité, avoir un diagnostic de dysphorie de genre, ce qui est un désaccord entre le sexe né et le sexe désiré à Montréal. Puis, à ce moment-là, c'était officialisé. Puis, en 2014, j'ai entamé les hormones féminisantes. C'est sûr. Oui. En 2014, est-ce que à ce moment-là aussi, là, parce que là, quand tu parles d'hormones féminisantes, on parle de transition qu'on va dire médicale, là, fait qu'on va rentrer dans médicale, effectivement. Là-dedans, il peut rentrer justement l'hormonothérapie, ça pourrait être aussi des opérations, mais c'est pas nécessaire pour tout le monde. Ensuite de ça, on parle d'une transition sociale où est-ce qu'on parle plus d'un coming out, on va dire, un dévoilement à nos proches. Est-ce que ça s'est fait en même temps, ça? Ça, c'est un petit peu plus tard, en fait, que j'ai accédé à réaliser là, la famille proche. Là, c'est dans la même année, mais quelques mois là, après le début de l'hormonothérapie. En fait, c'est d'y penser. C'est un gros nuage qu'on annonce à notre famille. C'est le fait que de faire un deuil à la personne auquel on était pour faire revivre la personne auquel on veut être. À l'époque, c'était comme prévisible. Ma famille n'était pas étonnée du fait que certains signes avant-coureurs étaient là, dû à mon enfance, dû à plein de choses qui indiquent que la personne n'est pas bien dans son corps et dans sa tête. Puis, à ce moment-là, avec le diagnostic, c'était présenté à ma famille comme étant la dysphorie de genre. Donc, à ce moment-là, c'était comme, je te dirais que c'est pas tant refusé, en fait. C'est vraiment une délivrance. La famille comprenne effectivement qu'est-ce que tu vis. Et dans ce moment-là, certains membres sont comme restreints. Par contre, les autres, ils t'encouragent là-dedans et puis on travaille ensemble pour... ils nous encouragent, en fait. Fait que à ce moment-là, c'est ça. Puis au niveau, tu sais, là, on a parlé un petit peu de transition médicale, transition sociale. Au niveau de la transition juridique, où est-ce qu'on va parler plus du changement au niveau des papiers légaux? Pour toi, ça a été quand? C'est l'acceptation. Dans l'année 2014, j'ai eu la chance que le gouvernement a fait modifier les lois relativement au changement de prénom pour les personnes trans. Donc, ça m'a aidé beaucoup. Tout est arrivé au bon moment, comme on dit. J'ai commencé tout de suite en 2014 à faire les démarches pour le changement de prénom. Naturellement, quand on change visuellement, le nom ne correspond plus à l'image donnée sur ton identité, donc que tu démontres. Donc, à ce moment-là, ce qui est important, c'est d'avoir le bon nom et la bonne image pour que les gens puissent ne pas douter de ton identité.
Donc, c'est dans la même année que ça s'est fait. Là. 2014 est une année là, à tous les plans, traditionnels. Autant au niveau familial, ami, que au travail, que j'ai dû quitter naturellement par rapport à ma transition. Puis, dans l'ensemble, là, c'est l'année, la grosse année, en fait. Puis aussi, tantôt, tu as mentionné un peu le changement de loi là, en 2014-2015 environ. Dans le fond, ce changement de loi-là, c'est que ça permettait aux personnes trans, dans le fond, de faire un changement de mention de nom et de mention de sexe sans avoir recours à nécessairement une transition médicale, donc à des chirurgies. À la chirurgie, c'est sans avoir le recours à la chirurgie principale, soit de réassignation de genre. Exact. Merci, c'est le terme que je cherchais. Oui. Qui n'est pas nécessaire pour tout le monde, puis qui peut aussi, tu sais, engendrer des complications. C'est pas tout le monde qui veut nécessairement ça, qui ressent le besoin non plus. Fait que c'est comme aussi une délivrance, en fait, pour toutes les personnes de pouvoir enfin, comme tu as dit tantôt, se reconnaître, en fait, avec le nom qui vous représente, et le sexe aussi, la mention de sexe, en fait. Là. Fait que, oui, effectivement. c'est vraiment, pour toi, ça a comme bien tombé. Là. Oui, effectivement. Puis, ce qui a trait aux opérations, c'est sûr que c'est une autre démarche qui a été simplifiée récemment par le WAP et le GRS Montréal, ce qui est un avantage pour ceux qui ont un consentement éclairé pour débuter leur transition. Donc, ça prend simplement une lettre au lieu de deux et c'est plus simplifié. Mm-hmm. Par contre, si chacun et chacune font leur transition à leur rythme, à leur façon de voir leur transition là, est différente, plus qu'on a de monde, peut avoir de modèles de transition. Donc, à ce moment-là, chaque personne est différente, comme je viens de dire. Là. Puis, toi, comment, tu sais, tantôt, tu as mentionné quand tu as fait le dévoilement avec ta famille, ils étaient comme pas surpris, tout ça. Est-ce qu'à l'enfance, c'est comme comment ça se vivait, en fait, ton genre à l'enfance? Ben, en fait, moi, j'ai été élevée dans l'ancienne époque où un homme était un homme, une femme était une femme, là. En fait, c'est que on fallait démontrer, là, même si le mal de vivre était bien présent, démontrer, là, que tu vas faire un homme, puis c'est tout. Puis on n'avait pas de raison de croire que cette personne-là pourrait, dans l'éventualité, faire un changement aussi drastique qu'un changement de sexe. Mais nous, on le réalise, on le ressent, l'incapacité d'être le sexe. Le sexe, c'est le genre dont on est né, puis on sait qu'on n'est pas capable d'être comme les autres. On le ressent, puis on a un mal de vivre très important. C'est un peu comme si on faisait une dépression. C'est comme si que la vie était noire, tout est négatif. Par contre, avec l'analyse, on s'aperçoit que c'est faisable, puis qu'on n'est pas bien, puis l'image que ça a démontré que ça existait. Souvent, les gens, on savait pas que ça pouvait se faire, mais avec les études, ben, on réalise que ça peut se faire. Donc, tu embarques dans le bateau, puis tu dis, bon, écoute, je suis pas bien, je vais essayer de le faire, je vais voir ce que ça va donner, où ça va m'amener. Donc, à ce moment-là, c'est le début de la transition en 2014. Est-ce que ta famille, comment ils ont pris, en fait, cette information-là? Tu sais, tantôt, tu l'as abordé un petit peu, mais j'aimerais ça que tu développes un petit peu plus sur ton entourage, si tu as perdu des personnes, si ça a été quand même bien compris. Ah, c'est sûr que c'est difficile. En fait, les amis sont dans l'incompréhension. Tu sais, comme faut pas se le cacher, en fait, être trans ne veut pas dire que l'orientation a un lien avec la transition. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, quand tu as été avec des filles dans ta vie, ça veut pas dire nécessairement que tu caches pas quelque chose qui fait que ça fonctionne pas. Dans ma vie, j'ai été difficilement en couple, très rarement. Donc, à ce moment-là, c'était un des problématiques. Je n'étais pas capable parce que l'homme n'était pas là. Donc, à ce moment-là, c'était difficile pour une femme d'accepter la personne auquel j'étais. Fait que, mais c'est comme prévisible, en fait. C'est plein de choses qui fait que normalement, les garçons aiment ça, mais toi, tu n'étais pas capable de le faire, tu n'aimes pas ça non plus, c'est pas dans toi. Donc, à ce moment-là, tu réalises que ça va pas bien. Puis, avec les consultations que j'ai faites, on est ça en est venu avec un diagnostic de dysphorie de genre. Puis, au niveau des parents,
famille proche, famille choisie, là, des fois qu'on utilise ce terme-là, ça... Comme, y a-tu des questions? Y a-tu un... Ben, en fait, c'est pas les questions comme enfin. En fait, je me souviens très bien, c'est que mon père, à l'époque, avait 74 ans. Il m'avait dit, enfin, je sais ce que t'as. OK. Donc, pour lui, c'était pas faisable de faire soigner ton enfant parce que on est comme, tu sais, dans la mentalité des anciennes personnes, les psychologues, les psychiatres, pour eux autres, c'était vraiment dans le cas extrême de maladie mentale. C'était pas pour une personne sensiblement qui me paraît normale. Donc, à ce moment-là, sachant très bien que ça fonctionnait pas, qu'il y avait rien qui allait bien, même si travailler, c'est un peu normal, puis la vie, puis on espère tout le temps que ça va revenir normal, tu le sens, puis tu le sais très bien que c'est pas dans la réalité. T'es pas bien dans ta tête, t'es pas bien dans ton corps, puis tu visualises le sexe opposé que t'aimerais être et non le sexe qu'on est mis. Mhm. Donc, c'est pour ça qu'à la base, c'est ça. Mais pour l'entourage en tant que tel, mes sœurs l'ont bien pris. Je pense que c'était une adaptation rapide. Puis, non, tout se fait de façon généralement bien. C'est pas peut-être facile, en fait, au niveau de certains zones, certaines personnes un petit peu plus loin qui sont moins à l'aise parce qu'ils ne connaissent pas c'est quoi la dysphorie de genre, puis ils n'ont pas été élevés avec ça, ils connaissent pas ça, c'est nouveau. Donc, dans les termes. Pourtant, ça fait longtemps que ça existe, là. Le symptôme d'Henri de Benjamin, ça n'a pas été inventé récemment. Là. Depuis 1953 que le terme transsexuel existe dans les archives médicales, donc c'est pas d'hier, donc c'est pour ça. Mais écoute, l'entourage ont accepté. J'ai eu la chance quand même d'avoir un certain aide de la famille, d'encouragement, ce qui me permet de vivre ma vie là, pleinement. Parce qu'au final, la souffrance qui est associée avec la transition, par exemple, c'est pas en fait la transition en soi, mais surtout le fait de pas être dans le bon corps, le fait de pas se sentir bien dans son corps, de pas se sentir soi-même, dans le fond, là, tu sais. Parce que souvent, en fait, avant, c'était considéré comme une maladie mentale, mais au final, on s'est rendu compte que ça l'était pas parce qu'une fois que la personne était bien, dans le corps qu'elle était supposée être, au final, ben, elle se sentait mieux, tu sais. Ben, c'est ça. Effectivement que ça, c'est avant en 2009, naturellement, avec ils décident d'arrêter de dire que c'est une maladie mentale. Par contre, c'est l'expression de genre qu'on démontre avec l'acceptation sociale, fait en sorte qu'à un moment donné, les gens sont mieux, ils se sentent mieux, ils se sentent bien perçus, sont bien le matin, ils se lèvent avec un sourire, le travail, ça va mieux. Dans l'ensemble de la vie, ça va mieux. À cette heure, est-ce que les gens dans l'ensemble acceptent? Certaines personnes vont dire qu'ils vont accepter, mais ils ne seront pas à l'aise d'aller avec toi, soit dans les centres d'achat, soit de prendre un café. Il y en a encore qui ont la restriction à savoir est-ce que les gens vont s'en rendre compte. Mm-hmm. Ça, c'est un peu difficile dans le sens où quand les gens s'en rendent compte, il y a des changements qui vont se faire. On dirait qu'il y a encore, on va su, tu sais, il y a encore du tabou là-dessus, terriblement, parce que les gens sont mal informés. Mm-hmm. Écoute, un humain reste un humain. Pour certaines personnes, ça paraît pas. Pour d'autres, ça va paraître plus, tout dépendamment des journées, ça dépend, en fait, des facteurs que ça donne. Par contre, il faut respecter le bien de la personne. C'est ça qui est important, là. C'est pas nous, en tant que personne, de juger est-ce qu'on accepte ou pas. C'est de respecter la personne qui est aux prises avec une dysphorie de genre, puis d'essayer d'accepter le fait qu'elle a ça, puis qu'elle est bien là-dedans. Là. C'est simplement ça là, qu'on demande. Ben, ce que je demande, en fait, aux gens, c'est de pas de juger les gens, parce que en fait, c'est pas un choix de vie. C'est à la naissance qu'on le sent, puis c'est l'incapacité de se rendre vraiment là, comme les autres. On est à part les autres, malheureusement. Puis c'est la réalité. Puis, comment est-ce que tu vis ta transidentité, mettons, au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Dans le sens, ma question, c'est est-ce qu'il y a des particularités que tu remarques de vivre en région? Est-ce qu'il y a des bons coups, des moins bons coups? Ben moi, je pense que en région, là, la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean est une région très inclusive. Personnellement, je n'ai pas été attaqué ou insulté du fait de ma transition.
certaines personnes, c'est un petit peu plus difficile, tout dépendamment du coin de la région qu'on vit. Il y en a de plus en plus, naturellement. Écoute, récemment, au Canada, on parlait d'une personne sur 300 était s'identifiée en tant que personne trans et non-binaire. Donc, c'est quand même un chiffre assez élevé comparativement aux autres années. Moi, je vous dirais que naturellement, que ça se vit très bien en région. Il s'agit de s'encadrer de gens qui nous acceptent, puis de pas essayer de forcer des gens qui ne comprennent pas. Il faut se tasser de ces gens-là qui nous amènent un esprit négatif, puis qui pourraient en fait nous nuire, puis nous atterrer parce que ça prend beaucoup de courage, naturellement, pour faire un changement aussi grand que ça, là. C'est pas naturel, puis c'est pas évident. Tu sais, c'est quand même du jour au lendemain, là. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a tout le temps une année préparatoire, les premières années, c'est difficile. Puis à un moment donné, ça devient comme une habitude. La personne que tu étais comme éteinte pour renaître en personne que tu veux être, là. C'est vraiment bien dit. Est-ce que dans ton travail, est-ce que tu as vécu des situations où est-ce que tu t'es dit wow, je suis vraiment contente de comment ça s'est passé, ou au contraire, tu sais, ça m'a mis mal à l'aise? C'est sûr qu'au travail, ça peut être un petit peu difficile. Moi, écoute, quand mon ancien travail avant le début de la transition, c'est pas quelque chose qui a été accepté. Parce que c'est un travail qui était difficile en milieu d'hommes. Naturellement, que quand tu annonces que tu vas devenir une femme au milieu des gars, qui sont dans la majorité des hétéros qui aiment la femme, ils comprennent mal, puis ils acceptent mal. Donc, à ce moment-là, le plus beau cadeau que j'ai eu, pour certaines personnes, ça aurait été le pire, mais pour moi, c'était le remerciement de façon amicale. Donc, j'ai pas perdu mes années. C'est pas un congédiement. En fait, c'est vu mon changement de situation, je correspondais plus à l'image d'entreprise et aux compétences. Je perdais les compétences que ça prenait pour continuer le travail. À ce moment-là, ça m'a permis de retourner à l'école, puis refaire ma vie, me retrouver un nouveau choix de carrière qui pouvait me permettre de m'épanouir en tant que femme. Donc, à ce moment-là, c'est là que j'ai commencé à faire de l'entretien ménager, surtout commercial. Et puis, depuis ce temps-là, écoute, ça va très bien, c'est positif, je t'apprécie. Je t'ai mis au travail parce que j'ai la chance d'avoir l'unité de travail bien fait d'une femme, puis un petit peu plus que la force, un petit peu plus d'une femme naturelle. Donc, ça me permet de faire le travail là, de façon ordonnée et bien faite. Écoute, Annie-Pierre, j'aurais une petite dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu souhaiterais, en fait, dans l'avenir au niveau des services pour les personnes qui seraient en transition, qui entament une transition? Ben, en fait, ce que je souhaite, c'est que, inévitablement, une table de concertation pour que certains gens professionnels de santé comprennent la réalité des personnes trans, autant dans le milieu hospitalier, autant dans le milieu juridique, autant dans l'ensemble de la population. Puis, avoir un meilleur suivi dans le sens où ne pas être mis de côté du fait que tu es trans pour rencontrer un psychologue, puis que, mettons un exemple, on peut se faire dire, là, ben, tu es une personne trans, je suis pas habituée, je suis pas à l'aise, donc je vais te référer à quelqu'un d'autre pour, en fait, se faire dire que là, on n'offre pas ce service-là parce qu'on aimerait que le service soit à l'extérieur de la région. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en 2023, il faut qu'il y ait des services plus rapides et plus éducatifs au niveau des professionnels de la santé concernant les personnes trans. Moi, je pense que c'est important, étant donné l'augmentation des personnes en transition dans les régions. Petite parenthèse, on parle d'augmentation, mais on parle pas d'augmentation parce qu'on en parle plus puis que c'est des nouveautés. Là, en fait, c'est surtout des personnes qui vont se permettre de se questionner, puis vu l'ouverture d'esprit dans laquelle on vit là, au Québec, bien, il y a une augmentation en raison du fait que les gens se permettent de se questionner, de se développer là-dedans. Donc, au final, c'est une diminution de la souffrance un peu des gens là, qui pourraient vivre dans le secret avec ça. Là. Parce que des fois, c'est des questions qu'on se fait demander. Là, on a l'impression qu'il y en a full puis que c'est de plus en plus présent, alors qu'au final, c'est pas plus présent, c'est qu'on en parle plus puis qu'il y a plus de gens qui se permettent de se questionner, tu sais.
On en parle plus. Par contre, avant, les procédures avant là étaient plus complexes. Je dirais en 2014, 2013, c'était plus complexe. Les psychiatres étaient plus frileux, on dirait, à émettre un diagnostic de dysphorie. Ils n'étaient pas formés, pas éduqués. Puis aujourd'hui, avec un consentement éclairé, un médecin de famille pourrait, dans l'éventualité, commencer l'hormonothérapie, à un client. Donc, à ce moment-là, je te dirais qu'il y a une évolution. Par contre, le suivi, il est encore tabou là-dessus, c'est-à-dire que les gens sont comme, je mets pas ça dans ma cour. Tu sais, c'est un peu encore un manque d'information et de sensibilisation. Mais on travaille là-dessus, les gens, on en parle, c'est s'entraider. L'important, c'est que les gens comprennent que ça existe, ça se fait, puis c'est pas grave en tant que soi de faire une transition. C'est vraiment, je te dirais, une réalité. Oui, en fait, il n'y a pas de... C'est prouvé qu'il n'y a pas de nuisance dans le développement des jeunes ou des adultes. En fait, ça permet juste de se développer dans un... C'est ça. Bien, merci. De réussir dans notre vie, en fait, parce que certains États des États-Unis veulent arrêter les bloqueurs d'hormones pour les jeunes de 12 ans à 18 ans parce qu'ils trouvent que c'est trop tôt. Au contraire, moi, je dénigre totalement ce choix-là. Parce que plus on est pris jeune et à temps, meilleure la réussite de la vie de l'enfant puis de la personne va être. Donc, ce qui est important, c'est que si on a des doutes sur notre enfant, de pas s'arrêter à ça, mais d'aller consulter pour aider l'enfant à s'épanouir et à réussir dans la vie. C'est ce qui est important. Possiblement que j'aurais eu je dis pas que j'ai une mauvaise vie, là, mais ça aurait été beaucoup plus simple si j'aurais commencé quand j'étais jeune, avec la connaissance des bonnes personnes puis l'appui des bonnes personnes. Un accompagnement. C'est très important. L'accompagnement, c'est très important. Le fait d'être laissé à nous-mêmes, puis de se questionner, puis de savoir qu'on n'est pas bien, c'est inquiétant. Puis je pense que c'est important de nos enfants ou les gens alentour de nos proches qu'on s'en rend compte qu'ils sont pas bien ou qu'il y a quoi, là. C'est pas nécessairement une dépression. Des fois, ça peut être plus qu'une dépression. C'est trop facile de dire que c'est une dépression, des fois, là. Fait que c'est un diagnostic qui est simple. Par contre, c'est pas tout le temps le cas. Fait que, à ce moment-là, c'est d'y aller comme ça. Puis, merci. Je vais comme conclure un peu en disant que si jamais c'est quelque chose qui vous ouvre des questionnements en tant que parent, entourage ou personne individu, c'est toujours possible là, de contacter Diversité 02. En fait, on offre ce type d'accompagnement, répondre aux questions des gens. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Je te remercie beaucoup, Annie-Pierre, de ta présence, de ton partage aussi, là. Je pense que ça va permettre à beaucoup de personnes de comprendre un petit peu mieux, en tout cas, la réalité des personnes là, qui pourraient vivre une transition. Bon, merci beaucoup. Merci. Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du Lac.